De retour sur ce plateau d'où vous venez de suivre en direct la cérémonie de prestation de serment du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh pour un 4e mandat. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Alexis Mohamed, chargé de mission du président Ismaïl Omar Guelleh, et de Ayed Moussaïd Yahya, ambassadeur de Djibouti en France. Messieurs, peut-être une première réaction après cette cérémonie, Monsieur Moussaïd? Oui, c'est une cérémonie, ma foi, qui était avec une présence internationale très pertinente. Vous avez vu toute la sous-région. Tout à l'heure, nous parlions de la carrure internationale du chef de l'État. Si besoin en était, ceci a été prouvé, puisque nous avons à peu près une représentation de toute la sous-région et de l'Afrique, allant jusqu'à Sao Tomé et Principe qui étaient présents. Les pays arabes, je l'avais dit tantôt, l'Algérie, le Maroc étaient présents, le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite à un niveau ministériel. La France était présente, le Japon par un envoyé spécial, la Chine par la vice-présidente de l'Assemblée populaire qui est là. Donc une cérémonie d'investiture qui était tout en couleur. Mais ce que je peux remarquer par rapport à c'est l'humilité du président de la République qui a parlé qu'il est dépositaire de la confiance du peuple. Le mot que nous avons retenu également du président du Conseil constitutionnel, le président de la République aujourd'hui n'est pas le candidat de l'UMP, mais le président de tous les Djiboutiens, des 87,06% qui ont voté pour lui, mais également du reste. Le président de la République a toujours été le président d'une nation, la nation qui est la République de Djibouti, et l'a encore démontré encore une fois. Pour vous dire, avant l'investiture, le président de la République a tenu déjà à rapprocher l'administré de l'administration. Il a déjà tenu une réunion avec les hauts cadres de l'administration il y a une dizaine de jours de cela, où il a mis les points sur les i, parce que le président de la République a reçu un certain nombre de doléances par rapport au rôle de l'administration vis-à-vis de l'administré. Et ceci a été démontré aujourd'hui. Le président de la République a parlé de ces grands chantiers qui devraient avancer. Il a parlé de l'Union africaine. Il a parlé de ce que l'Afrique devrait faire et qu'elle ne restera pas en marge des autres continents qui sont en avance. Justement, Monsieur Mohamed, que peut-on retenir concrètement du discours du président Ismaïl Omar Guelleh? Sur l'aspect national, les discours, c'est voulu un discours fédérateur, un président à l'écoute de tous les Djiboutiens et dans leur diversité. C'est fut également un discours d'apaisement, d'unité nationale, un discours également qui appelle non seulement à l'unité nationale, mais à tous les citoyens d'envisager ensemble cette ambition pour la République. Le mot de République est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises dans les discours du président de la République. Cela suppose beaucoup de choses. Qu'aujourd'hui, un changement sera là. Le temps, en tout cas, de profondes réformes est là également. Comme vient de le dire l'ambassadeur, le temps a été déjà donné avant l'investiture du président de la République, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine, en invitant tous les hauts cadres de l'administration à ce qu'il y ait dorénavant un changement à la fois dans les comportements des individus, mais également dans l'exercice de la responsabilité confiée, qu'elle soit administrative ou politique, et également ces rapprochements entre l'administration et les administrés. Le temps de l'ambition politique du président de la République, on peut aujourd'hui l'entendre dans son discours, et je pense que c'est également à l'ensemble des Djiboutiens d'y référer également de manière à contribuer à cette ambition pour la République. Et quels doivent être, selon vous, Monsieur Moussaïd, les chantiers prioritaires de ce nouveau mandat qui débute? Les chantiers, ce sont d'abord la continuation des grandes infrastructures et surtout le développement des Djibouti, combattre le chômage. Ça, c'est un des points clés. Également le secteur de la santé, qui est en évolution, mais en évolution notable. C'est-à-dire que les fruits de la croissance devraient être répartis et on devrait ressentir plus cela par l'absorption de la question du chômage, la question de la santé, l'éducation. Vous savez, Djibouti n'a pas de pétrole. Djibouti n'a pas de richesse. La seule richesse de Djibouti, c'est sa position stratégique. Donc l'entrée de devises étrangères vient par là. Elle vient du port, des ports de Djibouti, du secteur tertiaire. Mais il faut également payer les crédits pour la construction de telle ou telle autre infrastructure. Donc c'est très long. Mais je pense que ce mandat-là sera le mandat consacré
au bénéfice de cette croissance qui a été durant le premier, troisième mandat. Le premier mandat était le mandat de la paix, celui de la concorde civile. Le deuxième, début des infrastructures. Le deuxième, c'était vraiment le mandat des grands chantiers. Et je le disais il y a quelques jours, Djibouti est un pays en chantier. Donc les fruits de ces chantiers se verront, je pense, à l'occasion de ce mandat. Monsieur Mohamed. Les grands défis, je rejoins parfaitement le dire de monsieur l'ambassadeur. Effectivement, aujourd'hui, c'est à la fois consolider ce qui a été et à la fois entreprendre des nouvelles initiatives, puisque le grand défi pour le président de la République, et d'ailleurs pour tous les Djiboutiens, que ce soit le secteur privé, que ce soit également la société civile, c'est d'arriver aujourd'hui à créer une synergie pour absorber le taux d'inactivité sociale à Djibouti, malgré que le chiffre peut être un peu contesté, puisqu'on avance assez souvent 70%, qui est un chiffre, une statistique basée, sur un travail effectué par le PNUD. Mais néanmoins, je pense qu'il faut revoir un petit peu à la baisse ces chiffres-là. Il y a également le défi énergétique. À Djibouti, si nous voulons aujourd'hui diversifier notre économie, on doit passer justement par ces grands défis sur lesquels, d'ailleurs, beaucoup de choses sont entreprises par le président de la République, que ce soit auparavant l'action sur l'interconnexion. Il y a également aujourd'hui, d'autres projets énergétiques dans ces sens-là. Voilà. Donc il y a également le défi de la formation, de jeunes comme des adultes. Il y a également l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, j'évoquais la question du partenaire public-privé, qui est quelque chose également à consolider et également à fructifier pour aller dans le sens de l'ambition du président de la République. Donc autant de défis, bien évidemment, constituent l'investissement de chacun d'entre nous dans cette ambition que le président de la République envisage pour la République. Alors, on l'a évoqué précédemment, Djibouti est à ce jour un havre pour les bases militaires étrangères, mais la manne qui découle justement de cette présence militaire profite-t-elle à la population djiboutienne, Monsieur Moussaïd? Je ne sais pas, madame, vous parlez de manne financière. Moi, je parlerai, ce sont des conventions fiscales. On parle quand même de récolte d'environ 100 millions. Oui, mais ce sont des conventions fiscales. Qu'est-ce que c'est? Une base militaire vient s'installer à Djibouti, elle ne paye aucune taxe pour faire entrer ses... Et donc la taxe, c'est cette manne financière. Elle ne représente que moins de 10% du budget total de la République de Djibouti. Nonobstant, elle reste conséquente. Justement. Donc, est-ce qu'elle profite au développement mais bien sûr, madame. Vous savez, nous avons par exemple maintenant nous prenons en charge les soins de tous les Djiboutiens. D'où vient cet argent-là? Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'autres ressources naturelles. Nous avons les écoles, nous avons les boursiers. Les étudiants boursiers à l'étranger, nous avons les infrastructures, nous avons les routes, nous avons... Tous ces domaines doivent être payés par quelqu'un. Donc, quand on dit à qui profite? Mais elle profite à la population djiboutienne, non seulement directement, mais indirectement. La présence de ces bases militaires crée également des emplois. Vous savez, deuxième ou troisième employeur à Djibouti reste la base militaire américaine. Donc, on ne peut pas dire, elle participe également à le rayonnement de Djibouti par la présence d'une base militaire. Nous avons également une sécurité, les investissements arrivent et depuis, nous avons une forte demande des investissements étrangers qui arrivent à Djibouti. Donc, petit à petit, mais Djibouti avance sûrement. On oublie très souvent que finalement l'allocation de bases militaires, comme disait l'ambassadeur, bien que ça soit en fait de conventions fiscales, comme il a su bien le dire, il ne faut pas oublier que cela ne représente que 10% du budget national. Et aujourd'hui, Djibouti perd par rapport à ces conventions fiscales, par exemple, aux environs de 250 millions de dollars. Donc, par rapport à ce qu'on nous concède et par rapport à ce que Djibouti concède, il y a quand même une différence.
D'autre part, bien que ça vient d'être bien stipulé dit par l'ambassadeur, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première tranche de l'émission, il ne faut pas oublier que ces 10% ce qui représente en ce qui concerne les locations de bases militaires, qui ne représentent que 10% du budget national, il faut rechercher également non seulement des emprunts, puisqu'aujourd'hui Djibouti a cette ambition de développement, etc. Donc, moi je pense que nous sommes un peu, je m'excuse de revenir un peu là-dessus, sur la spéculation un peu de l'opposition lors de la campagne électorale qui parlait justement des mannes financières, alors que c'est un leurre qui fut dans les débats politiques à cette période-là. Donc je pense qu'aujourd'hui les Djiboutiens sont conscients que tout ceci n'est pas vraiment une manne financière comme on l'a dit, mais que cela ne représente que 10% du budget national. Alors, la liberté de la presse a souvent été remise en question à Djibouti. Alors que la journée mondiale de la presse vient d'être célébrée le 3 mai, on se demande où en est le pays sur cette question, Monsieur Moussaïd. Oui, vous savez, nous avons été critiqués un peu partout, surtout dans les réseaux sociaux. Je dirais surtout dans les réseaux sociaux, parce que nous avons eu peut-être à un moment donné un faible. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments dans les réseaux sociaux, que ce soit dans Twitter, dans Facebook. Alors l'opposition a trouvé cette brèche dans laquelle elle s'est mise. Vous savez, la presse a des droits et des devoirs. Nous n'avons véritablement pas une presse d'opposition bien structurée. Ce n'est pas la faute du gouvernement, les textes existent, mais c'est les positions elles-mêmes. Donc nous avons un ou deux qui, en même temps, sont membres de l'opposition et qui sont rédacteurs en chef d'une presse ou qui sont dans l'Assemblée nationale et qui sont à la tête d'un organe de presse, qui écrivent tout et n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faudrait dire ce qui est... Je ne dis pas que nous censurons. Ils le disent. La presse, c'est 2 journaux dont vous cherchez qui est le rédacteur en chef, vous ne savez pas qui est le rédacteur en chef. On est critiqué souvent sur ce domaine, mais le contraire, je vais vous le prouver par A plus B. Africa 24 s'est retrouvé à Djibouti pendant 3 semaines durant toute la campagne. Une semaine avant la campagne, 2 semaines durant la campagne. Vous y êtes aujourd'hui. Et là, je voudrais, en tant que représentant du gouvernement de la République de Djibouti, ici, vous remercier. Et sincèrement, de profondis que la ma vie, dire que le rôle joué par Africa 24 à Djibouti, dans les plateaux à Djibouti, avec l'opposition, puisque vous avez eu accès à toute l'opposition sans aucune restriction possible. Absolument. Nous les avons vus. Ils ont été sur vos plateaux débattre en toute sincérité vis-à-vis du gouvernement. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Personne n'a été emprisonné. Personne n'a été arrêté. Donc, bon, qu'une certaine presse se déchaîne contre nous, contre Djibouti, c'est compréhensible, nous le savons. Nous ne sommes pas humains. Mais Djibouti respecte la journée internationale de la presse. Djibouti veut une presse forte, sérieuse, mais une presse également qui respecte un petit peu la déontologie de la presse. C'est-à-dire, on ne peut pas créer des radios 1000 collines à Djibouti. Et vous savez, nos pays sont des pays où il faut faire très attention. Mais croyez-moi, Djibouti est un pays de droit. Merci, M. Moussaïd, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Djibouti en France. Alexis Mohamed, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chargé de mission du président djiboutien Ismail Omar Guelleh. Si vous permettez un dernier mot, encore une fois, merci à Africa 24 et à toute l'équipe d'Africa 24 qui a su démontrer au monde entier la beauté de la République de Djibouti, a su démontrer également que Djibouti existe, a un potentiel, et vous avez démontré également notre esprit démocratique. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.